Bien-être et santé, une émission de Georges Lens et Frédéric Gelbert. Le médicament. Le médicament est rentré dans notre vie de la même façon qu'on va appuyer sur un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. De la même façon, on va prendre un médicament quand on a mal à la tête ou quand on a un autre type de douleur ou qu'on considère que c'est tout à fait normal qu'en sortant de chez d'une consultation médicale, on ait une liste de médicaments à prendre. Donc, ce médicament fait vraiment partie de la vie de l'homme de notre époque. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à apprendre sur le médicament. Et pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Thierry Morin, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, ancien chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital de Tarbes. Bonjour Thierry Morin. Bonjour Fred Gelbert. Alors, pourquoi nous parler du médicament ? Eh bien, le médicament, effectivement, comme tu le disais, tu me permets de te tutoyer, a une place majeure dans notre arsenal thérapeutique. Que ce soit des médicaments prescrits par le médecin ou des médicaments pris en automédication. La plupart des Français ont une expérience personnelle de la prise de médicaments, au moins à quelques époques de leur vie, à l'occasion de maladies, etc. Qui n'a jamais pris de médicaments ? Qui n'en a jamais pris ? Et cette prise, cette habitude de prendre des médicaments, elle augmente avec l'âge. Et une statistique, une enquête récente montrait que la plupart des gens au-delà de 65 ans consommaient des médicaments quotidiennement. Ce qui est énorme. La façon dont le médicament est perçu est très ambivalente. Parce que d'un côté, il y a une confiance vis-à-vis de ce médicament. Les patients sont même tellement confiants que s'ils sortent d'une consultation, ils risquent d'être déçus s'ils n'ont pas une prescription. Confiance qui a été estimée à plus de 80% dans une enquête de terrain. C'est énorme dans une société du soupçon. Absolument, énorme. Et même cette confiance, elle est parfois excessive. Exemple, la demande de prescription d'antibiotiques lors d'un rhume, d'une angine virale, etc. L'espoir d'une guérison plus rapide par l'antibiotique étant, dans ces cas-là, nul. Mais d'un autre côté, ambivalence, parce qu'il y a une grande défiance d'une partie de la population. Certes, tout le monde connaît l'existence d'effets secondaires, d'effets indésirables, et tout le monde sait qu'il faut prendre des précautions. Mais cet l'excès de précaution conduit à la méfiance. Et également, il court des rumeurs ou des faux bruits qui accroissent cette méfiance. C'est pourquoi comprendre ce qu'est le médicament, comment est-ce qu'il est produit, contrôlé, c'est peut-être une façon de mieux se soigner. Voilà. Pour retrouver une confiance vis-à-vis de cet outil si utile dans notre système de santé, eh bien, mieux le connaître, et c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de ces entretiens, va permettre d'améliorer la confiance, de chasser un certain nombre de soupçons et de rééquilibrer les choses. Donc, découvrir ce qu'est le médicament, c'est un monde très vaste. Nous le ferons au cours donc de 3 émissions, ou peut-être 4, on verra si c'est nécessaire. Et on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un médicament ? Parce que le médicament, ce n'est pas toute la thérapeutique. Qu'est-ce qu'un médicament ? Oui, eh bien, commençons par la définition des dictionnaires. Si on prend le dictionnaire Le Petit Robert, eh bien, la définition est vraiment très, très succincte. Il dit « substance spécialement préparée pour servir de remède ». C'est un peu court. Alors, allons un peu plus loin, regardons ce que dit le Code de la santé publique. Et là, c'est tout de même un peu plus précis. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Voilà, donc le médicament, il n'est pas
réservé aux humains, les animaux peuvent également bénéficier dans la définition du Code de la santé publique. Et je retiens que c'est à la fois curatif et préventif. Et préventif. Le médicament peut être préventif. Alors, oui, pour avoir une idée un peu plus précise, parce que c'est quelque chose que l'on va avaler ou que l'on va recevoir par injection, alors un vaccin, c'est un médicament. Oui. Une plante médicinale, c'est un médicament. Oui, à condition qu'elle ait reçu une AMM. Donc, si elle rentre dans un autorisation de mise sur le marché. Elle rentre dans un cadre particulier. Qu'elle entre dans un cadre officiel, même si ce cadre officiel est beaucoup moins strict et précis que pour les médicaments conventionnels. Un onguent, une pommade, c'est un médicament. C'est un médicament. Et un bain de boue dans une station thermale? Non. C'est un soin complémentaire. Un soin. D'accord, donc on voit que c'est assez vaste, mais c'est bien réglementé et c'est bien limité. Un lavement, c'est un médicament? Alors, le lavement, si c'est un simple lavement évacuateur, non. En revanche, si on administre une substance médicamenteuse sous cette forme, oui, car le rectum, le côlon sont tout à fait capables par leur muqueuse d'absorber les substances actives. Et le suppositoire est également une forme thérapeutique. Bien. L'homéopathie? L'homéopathie, ce sont des médicaments qui reçoivent une AMM. Mais là aussi, les règles pour l'obtention de l'AMM vis-à-vis des médicaments homéopathiques sont totalement différentes et beaucoup moins contraignantes. Et il n'y a pas non plus d'évaluation de service médical rendu, ni essai clinique obligatoire, donc le niveau de preuve est très faible, sinon donc, ce sont des médicaments qui ont une prise en compte qui est un peu particulière, tout à fait, qui ne suivent pas les règles strictes que l'on verra plus tard de l'ensemble de notre pharmacopée. Pharmacopée, ça vient de drogue, voilà. Médicale, c'est ça? Voilà, il y a des mots qui sont utilisés autour de médicaments qui sont savoureux, en tout cas intéressants à connaître, parce que ça nous plonge dans nos racines grecques et latines. Et le mot grec pharmakon signifie drogue médicinale, remède, mais aussi préparation magique. Voilà. À l'époque, on y reviendra un peu. On va y revenir dans l'histoire. Cette notion du médicament moderne n'était peut-être pas tout à fait dans les têtes. Exactement, exactement. Alors, de ce mot pharmakon, qui signifie donc médicament, pour notre époque, dérivent d'autres termes. La pharmacopée, par exemple, qui veut dire l'ensemble des médicaments. Le pharmacien, qui est l'homme du médicament, qui connaît le médicament et le distribue, etc. Alors, je ne résiste pas à la tentation de parler d'un mot qui est tout à fait centré sur le médicament, puisque c'est la panacée. Et là, la panacée, c'est le médicament idéal, merveilleux, puisque, comme son nom l'indique d'ailleurs, comme son étymologie l'indique, puisque c'est pan, tout, et akos, remède contre, donc un remède contre tout, et donc panacée, voilà. Alors, Panacée, c'était la fille d'Asclépios. Asclépios, le dieu de la médecine, fils d'Apollon, voilà, et qui a été instruit par le centaure Chiron. Bon, non, mais dans toute ça c'est autre chose. Dans toute l'Antiquité grecque, c'était dans les temples d'Asclépios que se déroulait toute la médecine. Absolument, absolument. Dans le temple d'Esculape, chez les Romains. En particulier chez les Romains, oui. Bon, donc là tu l'as déjà évoqué quand même, le médicament est donc une substance qui rentre dans un cadre très particulier et surtout un cadre juridique et réglementaire. C'est quoi ce cadre ? Alors le cadre juridique, il est extrêmement précis et extrêmement sérieux. Il y a d'abord deux agences gouvernementales,
qui s'occupent du médicament. La première, c'est l'ANSM, ça veut dire Agence nationale de sécurité du médicament, et elle s'occupe d'encadrer les essais cliniques, de délivrer les autorisations de mise sur le marché. On en reparlera, AMM, c'est tout de même une étape très importante dans la vie du médicament. Tu as deux mots qui sont fondamentaux, c'est les essais cliniques et l'AMM. Essais cliniques, ça veut dire déjà une notion sur laquelle tu reviendras, qui est celle de l'évaluation de l'effet des médicaments et de ses effets néfastes. Absolument. Et l'AMM, c'est un cadre très strict dans lequel on doit rentrer. Disons que l'autorisation n'est donnée qu'à la suite de cette évaluation extrêmement codifiée, précise, éliminant le plus possible les problèmes de biais, etc., pour l'efficacité d'une part et la sécurité d'autre part. Et donc, pour obtenir cet AMM, il faut un dossier précis qui est constitué par les résultats des divers essais cliniques menés selon les règles et les bonnes pratiques. La deuxième agence, c'est celle de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors, elle aussi s'occupe de l'évaluation, de la méthodologie, disons, de l'évaluation, mais de l'évaluation d'ailleurs pas seulement du médicament. Son rôle est beaucoup plus large dans le système de santé. Elle évalue aussi les établissements de santé, par exemple, avec les agréments qui sont donnés après des évaluations tous les 5 ans, etc. Mais vis-à-vis du médicament, cette HAS a également pour responsabilité d'établir l'amélioration du service rendu. Et ce n'est que sur cette amélioration de service rendu suffisant qu'on va attribuer un taux de remboursement ou pas du tout. Ce taux peut être 0 si le médicament n'est pas efficace. Donc cette amélioration du service rendu, quelque part, c'est l'efficacité du médicament. Voilà, exactement. Alors, en France, que ce soit prouvé, c'est nouveau. Oui, on a beaucoup avancé, puisque toutes ces agences n'ont été mises en place que progressivement. Les autorisations de mise sur le marché qui ont été attribuées dans les années 60 n'avaient pas du tout les mêmes contraintes, ni la même rigueur que celles qui ont été instauré progressivement en fonction de l'expérience qu'on a eue des problèmes qui ont pu se produire. Alors en France, je rappelle également que les médicaments ne sont pas en vente libre dans les supermarchés. Les médicaments sont réservés à la vente en pharmacie qui sont sous le contrôle de personnes qualifiées, diplômées, qui sont les pharmaciens. Voilà, ça peut être une pharmacie de ville, ça peut être une pharmacie d'hôpital. Tout ce qui est médicament doit être forcément vendu en pharmacie. Alors oui, il y a toutefois plusieurs catégories de médicaments. Il y a les médicaments qui sont à prescription médicale obligatoire, et là évidemment ça ne peut être que dans ce cadre-là. Et puis il y a les médicaments à prescription médicale facultative, qui, eux, peuvent être délivrés par le pharmacien avec le conseil du pharmacien. Et il y a des médicaments qui, eux, pourraient être vendus over the counter, comme on dit, c'est-à-dire OTC. Mais là, il y a une bagarre, disons, réglementaire. Les industriels du médicament souhaitent développer ce genre de distribution, mais pour le moment, c'est encore revenu sur le tapis récemment, le ministère reste formellement opposé, et donc pour le moment, c'est en pharmacie. Mais il y a d'autres pays où les médicaments sont en vente libre. Voilà, aux États-Unis en particulier, on trouve même des antibiotiques, etc., dans les supermarchés. Alors, dernière catégorie, il y a également des médicaments qu'on ne trouve pas dans les pharmacies de ville, qui sont des médicaments à prescription strictement hospitalière, à prescription et à distribution strictement hospitalière. C'est un cadre très particulier. Donc, nous venons de voir ce qu'est un médicament et à quel point le médicament est encadré, réglementé.
et nous rentrerons un peu plus tard sur ce parcours du médicament. Mais avant d'arriver à cette notion très moderne, je pense que les anciens ne le voyaient pas les choses comme ça. Comment est-ce qu'on a commencé à imaginer qu'il fallait prendre une substance pour améliorer sa santé? Quand est-ce que cette idée est venue aux hommes? Alors ça nous est assez difficile de répondre précisément à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que dès la haute antiquité, avant on ne sait pas parce qu'on ne dispose pas de documents, donc il n'y a pas d'histoire possible. Mais il faut rester dans l'histoire, pas la préhistoire. On va rester dans l'histoire. Et donc dès la haute antiquité, on sait que l'usage de substances, de drogues, de plantes était utilisé à des fins thérapeutiques, mais dans un cadre qui était un cadre religieux ou un cadre de magie. Et il y avait tout de même un lien extrêmement étroit dans la compréhension de la maladie et du soin qui était lié aux dieux ou aux esprits favorables ou défavorables sur l'homme. Parce que quand même pendant très longtemps, c'était Dieu qui punissait en envoyant la maladie. Voilà. C'était Dieu qui maîtrisait tout. Donc complètement. On ne s'adressait pas au corps, on s'adressait à Dieu. Donc c'était avec les incantations, c'était les prières qui soignaient. Oui, mais avec également dans tout le cérémonial, il y avait un médiateur. Le médicament était un accompagnement dans les pratiques et la distribution de plantes ou d'infusions, etc., était quelque chose d'important. Alors, à tel point que dans toutes les civilisations, on retrouve la même chose. C'est assez surprenant. Les civilisations, en tout cas, pour lesquelles on dispose de documents, par exemple, en Mésopotamie, Sumer, on a trouvé des tablettes sur lesquelles étaient inscrites des listes de médicaments, toute une pharmacopée, avec plusieurs centaines de plantes. Qui venaient de plantes. Là, pour l'instant, il n'y avait pas de fabrication, essentiellement des plantes. À cette époque-là, c'était les plantes, ou en tout cas, en Mésopotamie, ça l'était. Et puis, on retrouve également dans une civilisation complètement différente, puisque en Chine, on sait qu'il y a eu un traité au 3e millénaire avant Jésus-Christ qui faisait état de 365 remèdes. Ce qui est énorme. Mais je trouve un par jour. Je trouve de façon extraordinaire, c'est que la civilisation se développe en Mésopotamie d'un côté, en Chine de l'autre, à peu près à la même époque. À peu près à la même époque. Enfin, dans les mêmes millénaires, parce qu'on est très... On est d'accord dans la précision. On est dans l'histoire voilà. ancienne. Voilà. C'est quand même à peu près à la même époque qu'ils arrivent à faire des recueils de plantes et l'écrire. Et il est peu probable qu'ils aient communiqué, en fait. Impossible, oui. Alors, les Égyptiens aussi. On connaît un papyrus, un énorme rouleau de papyrus qui fait une longueur énorme, sur lequel... ce papyrus qui date du XVIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait inscrit un véritable traité de médecine. Et dans ce traité, des remèdes à base de plantes essentiellement, 877 là j'ai lu, avec leur indication thérapeutique et la description des effets, etc., étaient inscrits. Et c'est déjà, dès cette époque, qu'il y a déjà apparition d'une pensée médicale sur l'effet du médicament sur des symptômes, sortant un peu de la pratique magique et religieuse. Donc c'est déjà une étape. Alors, en Inde, on retrouve aussi, dans les textes sacrés des Védas, on retrouve la description d'usage médicinal de la médecine ayurvédique, qui est encore utilisée d'ailleurs. Alors je ne sais pas si ce sont les mêmes substances ou pas, mais en tout cas, on a, dès les années 1500 à 1000, avant Jésus-Christ, des descriptions de nombreuses plantes. Alors, on va maintenant se rapprocher de notre civilisation. En Grèce,
C'est Hippocrate. Il y a un certain Hippocrate qui est né dans l'île de Kos et qui disait, la tradition le disait descendant d'Asclépios. Il fait partie des Asclépiades. Et je crois que c'est ça. Il exerçait dans un temple dédié à Asclépios. Absolument. Mais malgré ce cadre d'exercice, il a fait faire un pas gigantesque à la médecine et à la compréhension de la médecine, parce que c'est vraiment lui qui est le virage entre la magie et la médecine plus moderne, rationnelle, basée sur l'observation, la réflexion, la comparaison, la surveillance de l'évolution, l'effet des médicaments, etc. Et des pratiques qui n'étaient pas limitées, évidemment, aux médicaments. C'est un pas énorme, en particulier. C'est un pas énorme. Cette observation, essayer de le relier avec les symptômes et le rôle des plantes. Alors, mais quand même, il avait une conception de ce qu'était l'homme pas très particulière. On était dans la théorie des humeurs. Voilà. Alors là, évidemment, cette théorie des humeurs qui a duré longtemps, hein. Qui a duré jusque, grosso modo, au XVe ou XVIe siècle, et a imprégné toutes les pratiques et tous les médecins, etc. Et même Galien restait un fidèle de cette théorie des humeurs. Mais tout de même, il a fait faire un pas énorme, puisque le rationnel est venu se substituer au magique. Alors il a d'ailleurs écrit lui ou ses élèves, on ne sait pas très bien, ça n'a d'ailleurs aucune importance, mais de nombreux livres qu'on regroupe dans le corpus hippocratique. Parmi ces nombreux livres, il y a le traité Pharmakitis qui énumère un certain nombre de plantes, plusieurs centaines de plantes. Donc une étape fondamentale. Étape fondamentale. Et les prochaines étapes, alors quelles sont-elles ? Bien, on arrive maintenant à notre ère. Au 1er siècle, il y a eu un médecin, pharmacologue, botaniste grec, Dioscoride, qui a été un grand savant qui a réuni une somme majeure de connaissances sur les remèdes, mais alors remèdes qui s'élargissent, disons. Il n'y a plus seulement les plantes, il y a également des minéraux ou des substances d'origine animale. Alors, l'influence de Dioscoride et de ses enseignements s'est étalée, elle aussi, sur quelques siècles, jusqu'en 1500 ou XVIe siècle à peu près. 2e siècle, alors un autre très grand nom dans notre tradition, c'est Galien. Il a laissé son Galien. nom. Médecin grec qui est né à Pergame, dans une famille déjà très éduquée, etc., qui avait d'abord commencé par être un peu philosophe, mais qui très très tôt a parcouru les campagnes autour de Pergame, etc., et il s'est intéressé à la botanique, etc., et ensuite, déçu par les études de philosophie, il s'est orienté vers la médecine et il a beaucoup voyagé d'ailleurs en Égypte, à Smyrne, etc., où il a beaucoup appris. Et il a ensuite été médecin à Rome et il a été médecin des gladiateurs, etc. Alors lui avait une puissance phénoménale pour absorber tout ce qui avait été publié antérieurement, et il a utilisé tout ça dans sa pratique, lui aussi, pratique très moderniste, en dehors malheureusement du maintien du concept des humeurs, mais il a fait beaucoup progresser, son influence s'est étalée sur des siècles. On est toujours quand même dans la médecine hippocratique, que l'on améliore, on fait progresser les connaissances, mais on reste dans ce cadre conceptuel. Exactement, exactement. Pour l'amour du vocabulaire, le mot galénique vient évidemment de ce brave Galien. Brave est un mot un peu... Bon. La galénique, c'est l'art de la formulation et du conditionnement du médicament. C'est-à-dire qu'une même substance peut être présentée sous diverses formes.
Ça peut être dans un comprimé, dans une gélule, dans la composition d'un suppositoire ou en perfusion, et tout ça, ce sont les galéniques. Voilà. Alors, ensuite, on va faire un grand saut du IIe siècle de Galien, on va sauter à l'époque gallo-romaine. Alors, les druides gaulois utilisaient beaucoup les plantes, etc. Et notre célèbre historien Pline l'Ancien rapporte que dans la médecine gauloise, il y avait toute une pharmacopée dont il parle. Donc, ça existait. Donc les Gaulois qui ne connaissaient ni Hippocrate ni Galien avaient développé eux aussi une pharmacopée à base de plantes. Probablement indépendante. Oui. Probablement indépendante. Alors au Moyen-Âge, c'était les moines qui jouaient la fonction de soin à la population et également pour les traitements, pour s'occuper des substances à visée thérapeutique. Il y avait des moines apothicaires. Certains moines étaient d'ailleurs des médecins, en même temps apothicaires, et ils s'occupaient effectivement de leurs camarades, mais aussi des hôtes de passage, des villageois du coin, etc. Ils s'occupaient des jardins de l'abbaye, ils faisaient leurs préparations. Alors on saute maintenant au XIe siècle. Alors là, un autre grand nom, mais on change complètement de géographie, puisque on se trouve à Boukhara, où est né Avicenne. Avicenne qui est donc un médecin de tradition hippocratique et galénique. Il est resté dans ces mêmes théories des humeurs. Mais non, on passe dans la médecine arabe. Mais on passe dans la médecine arabe, et c'était un fin clinicien qui connaissait parfaitement tous ses grands prédécesseurs, qu'il les avait lus, traduits dans plusieurs langues, absorbés, redigérés et diffusés. Et alors que chez nous, la tradition avait un petit peu été perdue à l'époque du Moyen-Âge, etc., elle nous est revenue par les écrits d'Avicenne qui ont été retraduits de l'arabe. Voilà, circuit curieux. C'est un transmetteur. C'est un transmetteur. De l'époque gallo-romaine à l'époque chrétienne et arabe du Moyen-Âge. Mais on reste encore toujours dans le même cadre conceptuel. Absolument. Alors, oui, en revanche, on va changer radicalement de cadre. Enfin Il y a un Suisse, Paracels, au XVIe siècle, qui nous fait faire un nouveau virage qui est majeur, puisqu'il rejette le galénisme. Il rejette la théorie des humeurs, la théorie hippocratique à son départ. Alors, c'est un homme extrêmement particulier à son époque. Il était un petit peu à côté de tout. C'était un philosophe, mais on l'a désigné sous le nom de savant vagabond. Il était provocateur, il adorait provoquer, contredire. C'est deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Hein. Voilà. Et donc, lui a basé sa médecine sur l'expérience, le pragmatisme, mais aussi l'expérimentation. Alors, il était alchimiste. Il voulait isoler, à partir des plantes utilisées, isoler les principes actifs. Alors ça, c'est extrêmement moderne. C'est extrêmement moderne. Là, c'est un saut conceptuel. C'est un saut conceptuel. L'expérimentation, c'est extraordinaire. Ils n'expérimentaient pas avant. Lui, c'est le premier. Lui, il a expérimenté et il a élargi. Il n'y avait pas seulement les plantes simples, mais aussi des métaux lourds, etc. Et surtout, il a compris que la dose conditionnait la réponse, donc l'effet, et qu'elle conditionnait aussi la toxicité, donc la tolérance. Voilà. Donc un pas majeur. Il était très en avance sur son temps. Alors, on saute maintenant au XVIIe siècle. Là, c'est le siècle des voyageurs, etc. Et on commence à utiliser des plantes exotiques, par exemple le quinquina, les curares, etc. Et à avoir des connaissances d'autres civilisations. 19e siècle, énorme progrès grâce à la chimie.
C'est la science qui a évolué. Alors là, la science bouleverse tout ça, et c'est l'époque, notamment, surtout finalement au XIXe siècle, de la naissance de la pharmacologie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recherche les principes actifs des plantes qu'on utilise de façon courante, et on essaye de comprendre et de les synthétiser par la technique chimique. Alors c'est là qu'apparaissent par exemple des molécules de synthèse comme le chloroforme, l'aspirine. Bon, il est évident que les feuilles de saule en infusion ont une précision moindre que la fabrication d'une molécule d'acide acétylsalicylique qu'on peut mettre en milligrammes et pas en quantité de feuilles. Ils sont sur la bonne voie d'un point de vue méthodologique. Mais quand on regarde ce qu'ils utilisent à l'époque par rapport à ce qu'on sait maintenant, on ne soigne pas grand-chose. Les grandes découvertes, c'est plus tard. Alors, en effet, les substances qui ont été synthétisées, tout de même, certaines restent utiles. Par exemple, l'aspirine. L'aspirine, à cette époque, d'ailleurs, n'était pas utilisée dans les mêmes indications. Que maintenant. Alors, c'est au XXe siècle qu'il y a une explosion des connaissances et une explosion des méthodes et des nouveaux médicaments. Alors, la pénicilline, par exemple, c'est fabuleux, découverte par hasard par Fleming en 28, mais c'était resté un petit peu sous le coude. Personne n'avait trouvé une application, et ce n'est qu'en 1945 que deux médecins qui ont obtenu ensuite le prix Nobel ont compris l'intérêt de cette substance antibactérienne. Alors ça, c'est une découverte majeure, bien sûr, mais il y a toute une cascade de nouvelles synthèses, par exemple les sulfamides en 1937, les premiers anticancéreux en 1942, la cortisone en 1949, les neuroleptiques en 1950, le rimifon antituberculeux en 1952. Ça, c'était un événement. Oui. La cadence de création de nouvelles substances très actives s'est accélérée. Voilà. Alors, dans la même période, certes, on multiplie les connaissances et les médicaments disponibles, mais on prend en même temps conscience des risques. Et ça, dès les années 30. Alors, il y a le premier épisode de la toxicité de la thalidomide qui avait été utilisée dans les années 57 et jusqu'à 61, avant que ce soit retiré du commerce. Et il y a eu d'autres soucis. Alors, pour terminer sur l'explosion des nouveautés du XXe siècle, il y a eu, dès les années 70, de nouvelles approches pour créer de nouveaux médicaments qui ont été basés sur la recherche fondamentale, sur la compréhension des mécanismes cellulaires, sur l'approche génétique et sur la création de nouveaux médicaments par l'usage de biotechnologie, c'est-à-dire qu'on fait fabriquer par des cellules ou par des organismes des médicaments. C'est un changement qu'on ne savait pas faire avant. Énorme, c'est encore une nouvelle ouverture dans nos capacités. Exactement. Et par la même occasion, il y a une sorte d'industrialisation de la fabrication du médicament. Obligatoire. C'est l'industrie pharmaceutique. Obligatoire. Eh bien, on a fait un beau parcours et nous verrons à notre prochaine émission le parcours du médicament. Merci.